Donc il y a une petite période de questions-réponses pour ceux qui souhaitent en savoir plus et questionner Frédéric sur ce qu'il vient de dire ou sur le logement. Rebonjour, en fait c'est pas vraiment une question. Je veux profiter donc de cette occasion pour juste pour un petit témoignage si je me permets. Paris Solidaire, c'est sûrement une équipe. Je pense à toutes les personnes du Paris Solidaire, Caroline, Émilie, enfin tout le monde. Mais je veux profiter pour remercier particulièrement cette dame d'exception, Madame Aude Messeillon, qui a travaillé pour moi, pour me loger. Donc cette dame a travaillé depuis l'hôpital pour me trouver un toit. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Une dame qui mise, qui parie, qui réussit le pari et qui continue, je sais pas, en tout c'est une militante. Donc merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est vrai que j'ai cherché un toit, mais j'ai trouvé beaucoup plus. Et tu sortais d'une expérience douloureuse. Merci. Merci Adèle. Merci beaucoup. Là-bas aussi. Bonjour, merci pour votre intervention. On a eu l'occasion de se croiser juste avant. Je connais bien Aude Messiaen, effectivement, puisqu'on s'est vu, je travaille chez particulier à particulier, donc on a essayé de trouver des systèmes d'entraide aussi. Complètement d'accord, évidemment, avec l'exposé de Frédéric Lenoir. Simplement, je voulais poser une question qui sort un peu du cadre de cette réunion, par rapport aux valeurs que doivent partager les individus. Et c'est évidemment, pour beaucoup de gens qui sont ici, la clé de la réussite. Où se place le rôle de l'État par rapport aux associations et surtout on va dire, de changement de modèle structurel, puisque c'est plus conjoncturel, je pense. Alors, en fait, j'en ai dit déjà un mot, mais je peux le développer un tout petit peu. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte un petit peu de l'État-providence, c'est-à-dire ce système dans lequel l'État aidait directement les gens, mais ça crée une énorme bureaucratie. Et donc, on voit très bien que quand la bureaucratie est trop lourde, ça fonctionne plus. Ce qui fait que l'État peut avoir des ressources qui viennent de nos impôts, essentiellement, et que la redistribution nécessaire a intérêt à passer par un réseau associatif. Parce que ça permet à la fois d'alléger la bureaucratie, et en même temps, ça permet que des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans un réseau associatif, donc qui sont nés avec l'envie, le désir d'être utiles aux autres, puissent être les acteurs de cette redistribution. Et je crois que le rôle de l'État doit être de plus en plus de soutenir toutes les ONG, les associations qui sont essentielles à la reconstitution justement d'un lien social, d'un lien solidaire au sein d'une communauté comme la France, qui est un pays. Et je crois qu'en France, on a pas mal de retard par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a encore, les ressources de l'État sont encore essentiellement mobilisées pour des actions directes, alors qu'on sait que c'est toujours beaucoup plus efficace et humain quand ça passe par une redistribution via un secteur associatif comme le Paris Solidaire et les milliers, dizaines de milliers d'associations qui existent. Et en France, il existe tous les jours, il se crée plein d'associations, mais elles manquent souvent de ressources. Et donc l'État peut jouer un rôle déterminant pour soutenir les associations, mais à condition qu'il fasse des économies dans d'autres domaines. Et là, c'est un peu tout le problème de l'État français qui reste évidemment, je crois que c'est un des États au monde qui a le plus de fonctionnaires. Donc il faut effectivement régler autrement le problème. Et je pense que la France ira beaucoup mieux si elle peut aller vers ce développement d'une aide qui passe par le biais des réseaux de terrain et pas simplement par l'aide directe. Bonjour. Je voulais revenir sur ce que vous disiez à propos de justement ce commerce qui est de plus en plus lié non pas à l'échange de richesses mais au fait que d'autres s'enrichissent, et notamment les actionnaires, les grandes entreprises, ainsi de suite. J'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins convaincus, et je parierais que dans l'Assemblée que nous représentons ici, il y a assez peu d'actionnaires. Est-ce que vous avez la sensation, est-ce que vous avez des raisons d'espérer que ce que vous dites sera entendu un jour justement par ces actionnaires? Qui serait capable d'aller, de leur montrer, de toute façon ils en sont forcément évidents, mais ils en sont eux-mêmes conscients, je pense, mais vous avez des raisons d'espérer que ça change?
Alors, bon, vous avez bien raison. C'est-à-dire qu'évidemment que c'est pas ici qu'on va faire ce changement. Et en même temps, on est tous, je pense, concernés par le problème. Et on peut tous agir à notre niveau, dans notre consommation. Si les individus, pris individuellement, font un discernement de consommation qui va dans le sens d'acheter plutôt commerce équitable, plutôt bio, etc., plutôt que des produits dont on sait que certains d'entre eux sont le produit, justement, je dirais, de certaines firmes, pour ne pas citer Monsanto ou d'autres, dont on sait que ce sont des firmes épouvantables pour l'écologie, pour l'économie, etc., on peut très bien avoir des actions de boycott. Le boycott, ça a un effet immédiat sur les actionnaires. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand il y a eu des grandes actions de boycott ou en Allemagne, contre certains produits, contre certaines firmes, le résultat est immédiat. Ça change. Donc là, si par exemple, il y avait des actions qui étaient menées contre l'élevage intensif, je prends un exemple, on sait qu'il y a certains animaux qui sont produits de l'élevage intensif, qui sont véritablement, qui subissent une maltraitance épouvantable. S'il y avait une meilleure coordination pour désigner davantage d'où ils viennent, on pourrait à ce moment-là avoir des actions de boycott qui changeraient les choses. Et sur l'actionnariat, c'est exactement la même chose. Donc je crois qu'il y a une mobilisation des opinions publiques qui peut être extrêmement efficace. Ça peut être la même chose pour les banques. Si les gens arrêtent d'ouvrir des comptes dans des banques d'affaires ou dans des banques qui sont liées aussi à des banques d'affaires qui ont des dérives épouvantables, on en connaît tous, ça aura un effet immédiat. Donc on est tous acteurs responsables à notre niveau dans le discernement, mais ça demande d'être bien renseigné. Ça demande de s'informer. Alors il y a des associations, Que Choisir, 50 millions de consommateurs. En France, il existe pas mal d'associations qui donnent beaucoup d'indications sur effectivement des produits qui sont issus ou de maltraitance. Vous savez que les entreprises qui font travailler des enfants, on sait lesquelles. Des grandes multinationales américaines font travailler des enfants en Asie du Sud-Est. J'ai pas besoin de les nommer, vous trouverez ça très facilement sur Internet. Donc il suffit de plus acheter ces produits-là et ça fait changer les choses. Donc ça, c'est la réponse à notre niveau. Et je crois que plus vous aurez d'individus éveillés, responsables, conscients, plus ça changera. C'est ce que Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Et si chacun d'entre nous change, très vite le monde entier va changer. Et puis il y a une autre action qui est une régulation financière à un niveau politique. Et là, évidemment, on est assez déçus parce que Obama avait dit en 2008, il est élu au moment où il y a cette crise terrible et il dit je vais apporter une régulation financière qu'il n'a jamais faite. Et François Hollande est élu en disant aussi je vais apporter une régulation financière, les banques auront des comptes à rendre et tout. On attend toujours. Donc là-dessus, personne n'a vraiment agi au niveau politique. Il y a une très très faible volonté politique de mettre des règles à la finance internationale. Je crois que les politiques attendent que ça aille encore plus mal. Et c'est parce qu'on aura à nouveau une grande secousse financière avec une faillite de banques beaucoup plus importante et que les opinions publiques ne toléreront plus qu'on prenne sur notre argent pour recapitaliser des banques qui ont dilapidé l'argent pour enrichir quelques centaines de personnes. Je pense que là, quand il y aura les gens dans la rue, les politiques seront obligés de réguler la finance. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de révolte, tant que ça se voit pas trop, le système est reparti comme de plus belle. Donc voilà les deux leviers d'action possibles, la régulation politique ou le comportement individuel. Les deux sont absolument nécessaires. Ils se complètent. Mais je crains que pour les politiques, vous savez, les politiques n'agissent que quand ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire, c'est vraiment l'éthique de la catastrophe, quoi. Il y a une catastrophe, alors là, on est obligé d'agir. Mais tant qu'il n'y a pas de catastrophe, on essaye de maintenir les équilibres tels qu'ils sont, parce qu'on a toujours peur de mécontenter quelqu'un. Dès qu'on veut agir, on a peur de faire des mécontents quelque part. Donc, pour que les politiques agissent, il faut qu'ils soient soutenus très fortement par l'opinion publique. Juste pour rajouter un tout petit mot, c'est que effectivement l'ignorance dont parlait Frédéric, c'est l'ignorance de notre interdépendance et qu'effectivement on est tous liés, on est citoyens du même monde et que tant qu'on va continuer d'avancer comme des autistes en pensant que après moi le déluge, c'est ne pas connaître les lois de la vie et la compréhension profonde qu'on ne peut pas aller bien si son voisin va profondément mal. Donc j'ai relevé un point que vous avez dit, c'est qu'il y a des personnes qui n'en ont jamais assez, qui en veulent toujours plus et de toute façon ce que le voisin a, même s'il est plus pauvre qu'eux, c'est ça qui leur manque et qu'elles le veulent. Alors moi j'ai constaté quelque chose de très pénible comme ça, c'est que
Je suis donc dans une association de SDF qui a été créée au Forum des Halles. Eh bien, beaucoup de SDF le sont devenus, par exemple, à la suite d'une hospitalisation longue. Donc, au cours d'une hospitalisation longue, les voisins disent « Ah mais attendez, là il y a un logement, on va s'en occuper, on peut faire l'usucapion, tout ça ». Donc on prévient la police, les pompiers, cette personne a sûrement eu un malaise alors qu'on sait qu'elle est hospitalisée pour une maladie grave, de longue durée. On défonce sa porte et puis après hop, on prend le logement, on va faire l'inscription aux impôts, au cadastre et partout, et la personne en sortant se retrouve SDF. Donc moi je me demande si on pourrait pas étendre peut-être cette intergénération du logement, par exemple en prenant une personne, un étudiant qui pourrait aller vivre chez cette personne âgée hospitalisée, enfin personne hospitalisée qui peut n'avoir que 60 ans, elle irait lui rendre une visite ou deux par semaine, et puis le reste du temps elle pourrait occuper le logement pour que ce logement ne soit pas libre. Et que le voisinage ne fasse pas ça. Et une personne qui est toute isolée, qui n'a pas de famille proche, elle peut avoir besoin qu'on vienne la voir à l'hôpital. Enfin, moi je sais pas, on a un SDF en ce moment, il est hospitalisé depuis le 5 décembre jusqu'au 20 août. Ben nous on va le voir. Alors je sais pas si ça peut s'appliquer, une extrapolation, voilà. Alors il est bien évident que les jeunes qui sont hébergés chez des seniors qui sont hospitalisés restent au domicile du senior. C'est à peu près la première question que nous pose la famille. Oui, ce ne sont pas des jeunes qui sont juste là pour tenir compagnie et qu'on met à la rue si la personne âgée est hospitalisée. Mais il faut que le lien se crée en amont. Donc effectivement, depuis que nous sommes créés, on a mis en place plus de 2000 binômes. Sur les 2000 binômes, il y en a sûrement plus d'un tiers dont la personne âgée a été hospitalisée à un moment donné, et où le jeune, d'un côté, comme vous le dites très bien madame, surveille quelque part le domicile, et d'un autre côté va visiter la personne âgée pendant qu'elle est à l'hôpital. Mais si vous voulez, on n'a pas un droit de préemption sur un lieu qui serait vacant pendant une période, d'autant plus que en supposant que la période soit longue et que ça tombe en période d'été, le jeune ne restera pas pendant l'été. Donc effectivement, c'est une piste, mais qui ne semble pas simple à résoudre pour le moment, en tout cas. Merci pour les valeurs que vous avez défendues tout à l'heure, et je suis très frappée par le fait que vous liez donc effectivement la liberté individuelle à la responsabilisation. Mais parce qu'il me frappe en Occident, moi je suis d'origine chinoise et donc je fais un peu le va-et-vient entre l'Asie et ici. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que je reviens en France, c'est l'esprit d'assistanat dans lequel nous sommes. En Chine, par exemple, enfin en Asie, un Chinois, il veut être bien cireur de chaussures, mais il veut être son propre patron. D'accord ? Il veut bien cireur de chaussures, mais pas cireur de chaussures salarié toute sa vie. Il veut être cireur, mais son propre patron. Et je me dis, comment faire pour... Nous avons plein de talents. Enfin, moi, je le vois. Je veux dire, il y a une richesse intellectuelle extraordinaire en France. Mais comment, culturellement, redonner confiance aux Français, à nos jeunes, une confiance illimitée en eux, qui fait qu'ils aient l'envie d'entreprendre des choses. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un point également essentiel. Comment basculer dans cette confiance de chacun d'entre nous. Non, mais vous soulignez très bien le problème, justement, effectivement, c'est que les ressources sont là et c'est une crise de confiance. Je crois que c'est très important que vous l'ayez rappelé, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Je pense que la crise française, elle est essentiellement psychologique. On a toutes les capacités de vivre en France. On a une chance folle en France, au niveau climatique, au niveau de l'équilibre de la population. On a vraiment tous les atouts pour être un des pays les plus heureux du monde. Et on est toujours un peu malheureux. Mais c'est vieux dans notre histoire, vous savez. C'est profond, c'est enraciné dans une histoire longue, où on se plaint toujours. Et donc là, je crois qu'il y a un problème psychologique lié à la France, qui a des causes complexes. C'est pas quelque chose qu'on peut détecter facilement. On a un esprit extrêmement critique. C'est pas pour rien que le grand philosophe Descartes est français. C'est vraiment l'esprit critique français. C'est qu'on voit toujours la chose qui ne va pas. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, vous mettez un Français, il va le voir tout de suite. Alors que les Chinois verront ce qu'on peut faire pour améliorer, les Américains verront le positif, et nous, on verra ce qui ne va pas. Mais c'est l'esprit français qui est critique. Alors, ça a du beaucoup de positif, parce qu'on s'en laisse pas compter, on a un esprit rationnel, et l'aspect évidemment négatif, c'est que du coup, on n'a pas le moral, on n'a pas confiance, on doute.
l'esprit critique met en état de doute permanent. Donc le doute, comme Descartes prônait, le doute systématique, c'est très très bien en philosophie ou en mathématiques. Dans la vie quotidienne, c'est très handicapant. Et c'est vrai que pour avancer, on a besoin de foi, on a besoin de confiance. Confiance en soi, confiance dans la vie, confiance dans les autres. Et vous avez tout à fait raison de le souligner, toute réussite individuelle et collective se fait dans la confiance. Et un enfant, s'il n'a pas confiance dans ses parents, il n'avance pas, il grandit pas. L'éducation ne fonctionne que dans la confiance. Et après, évidemment, il faut avoir confiance dans la vie, il faut avoir confiance en soi-même. C'est ce qui manque effectivement cruellement, la confiance aux Français. Vous avez bien pointé le problème, mais la réponse, je ne l'ai pas, malheureusement. Mais si ce n'est qu'on peut faire comme j'essaie de le faire à mon petit niveau, c'est-à-dire de rappeler tous les atouts que nous avons, voir le positif. Moi, je passe mon temps, quand je fais des interventions à la télévision, par dire mais il y a des choses positives. Ne voyons pas que le négatif. Arrêtons de critiquer tout. On a une chance folle de vivre en France aujourd'hui. Et il y a plein d'opportunités pour ceux qui veulent les voir. Donc je crois que c'est un peu ouvrir les yeux sur une réalité qui n'est pas si sombre que ça. Mais c'est un travail que beaucoup de gens devraient faire, d'éducateurs, parce qu'effectivement, la vie nous offre plein de possibilités, et les gens qui n'ont pas confiance en eux, ou qui voient le monde comme très négatif, sont inhibés, comme vous l'avez rappelé, et du coup, n'arrivent pas à se mettre en route. D'où un système d'assistanat, et on sombre plutôt dans l'assistanat, plutôt que de se mettre en route pour essayer d'avancer. À ça s'ajoutent des problèmes structurels français au niveau administratif. C'est que pour créer une entreprise en France, c'est la croix et la bannière. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile en France que dans d'autres pays d'avoir des initiatives et de se lancer. Donc ça, c'est aussi un problème structurel lié au poids énorme de l'administration française. L'exemple que donnent les parents, qui est une réalité, moi je viens d'une famille d'origine aristocratique, et dont l'intelligence suprême était d'arriver à dire le plus de mal possible de la personne qui venait de quitter la table. Et donc, plus on était méchant et désagréable, et plus on paraissait être intelligent. Et donc, que je le veuille ou non, j'ai hérité de cette façon de voir la vie et de la vivre, et ça m'a mené dans des dépressions absolument épouvantables. Si on ne regarde en permanence que le mauvais côté des choses, on sombre dans une dépression profonde. Donc après ça, c'est à nous de comprendre qu'il y a des mécanismes que l'on reçoit malgré nous, éducatifs, en fonction des valeurs que nos parents véhiculent, et que dans certains cas, même si on ne les partage pas, il faut un certain temps pour le comprendre, et c'est souvent parce que les conséquences sont exécrables. Donc soyons de bons éducateurs pour nos enfants, et donnons-leur le moral et de l'espérance dans la vie. Et moi, je vois au quotidien avec l'association, je crois que les jeunes, Agère en a témoigné, savent que je me battrai bec et ongle tant qu'ils ne seront pas bien chez quelqu'un. Agère avait été exploitée chez une dame, et elle vivait juste un enfer. Heureusement, le Crous me l'a adressée parce qu'il savait qu'elle serait bien accueillie au Paris Solidaire. Et ça faisait quand même des mois qu'elle demandait à partir de la famille où elle était, et qu'on ne lui répondait pas à ses appels. Donc, jusqu'où sommes-nous investis? Est-ce que le vendredi à 17h on ferme, ou est-ce que le vendredi à 17h on ferme les bureaux, mais qu'on continue à chercher la solution pour loger le jeune qui n'est pas du tout à sa place et qui est exploité au lieu d'être mis en valeur dans un partage? Bonjour, alors moi je m'appelle Aurélie, je suis porteuse de projet, je vais créer un site internet pour les retraités qui souhaitent se familiariser avec internet. Alors moi je voulais juste faire merci pour vos interventions déjà. En fait, au niveau de... Moi je suis pour... Il faut changer soi-même pour changer le monde. Et en fait, c'est vraiment possible maintenant grâce aux réseaux sociaux. Je trouve que ça a une force incroyable. Je voulais juste parler de Carotte Mob. J'ai un exemple assez concret. Donc moi, je vais sur Toulouse à la base. Carotte Mob, c'est la contraction de mobilisation. Et la carotte pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on se mobilise pour les faire changer. Là, j'ai l'exemple d'un supermarché. On est allé les voir en leur disant, ben voilà, nous, on a 200 clients qui sont d'accord pour venir chez vous, à condition que vous employiez une personne handicapée. Et à condition aussi de tout remplacer au niveau du système électrique par de la basse énergie. Et au final, ils ont accepté. Ils ont été contents parce qu'ils ont eu des nouveaux clients. Et puis, ils ont embauché une personne handicapée. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment, je pense, agir à notre niveau pour changer les choses.
que ce soit donc dans ce domaine pour les handicapés, pour les retraités, les remettre au centre de la société, etc. Donc voilà. Merci pour votre témoignage. On va devoir s'arrêter. On va maintenant, on doit pouvoir rendre bientôt la salle. Donc pour ceux qui le veulent, moi je vais dédicacer et rencontrer les personnes qui le souhaitent juste à la sortie. Je signale aussi que vous pouvez trouver comme ça des petits dépliants sur le Paris solidaire. Association qui non seulement a besoin de trouver, évidemment, si vous connaissez des personnes âgées qui peuvent partager leur appartement, c'est très précieux, mais si vous n'en connaissez pas, vous pouvez aussi donner des dons à l'association qui a besoin de dons pour vivre aussi pour son fonctionnement. C'est extrêmement précieux, donc je vous encourage vivement à soutenir et à aider cette association. Et vraiment, merci encore à tous d'être venus. Merci à tous les membres de l'association, des associations présents ici. Merci à toi, Aude. Et puis à tout de suite. Merci à tout le monde.